Il est une malédiction. Il m'a mis en faillite. J'aurais souhaité qu'il ne soit jamais né. C'est ce qu'a dit papa, après que j'ai dépensé tout ce que j'avais et pris un prêt pour lui acheter un pantouse d'1 million d'euros. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste ouvert mon ordinateur portable et j'ai tout changé. Bonjour, je m'appelle Benoît Langevin, j'ai 36 ans. Je vis à Neuilly-sur-Seine, ou du moins j'y ai vécu la majeure partie de ma vie. Neuilly est une ville aisée où des hôtels particuliers de plusieurs millions d'euros se nichent derrière des haies verdoyantes et où les Bentley glissent comme si elles n'étaient que de simples vélos. Mais pour moi, Neuilly n'est pas un paradis de richesse. C'est une prison où j'ai grandi dans l'ombre d'une famille qui ne m'a jamais vraiment vu. Je suis le fils aîné d'une famille de 2 frères. Mon père, Édouard Langevin, est un homme d'affaires prospère, le fondateur de Langevin Fourniture Médicale, une entreprise qui fournit du matériel médical aux hôpitaux du Grand Est de la France. C'est un homme grand, aux cheveux poivre et sel, aux yeux vifs comme des couteaux et au sourire qui n'apparaît que lorsqu'il parle d'argent ou de son plus jeune fils, Gabriel. Ma mère, Catherine, est une femme douce mais distante, se tenant toujours derrière mon père, acquiesçant à chacune de ses décisions comme si elle n'avait pas d'opinion propre. Et puis il y a Gabriel, mon frère cadet, de 4 ans mon cadet, que mes parents traitent comme le soleil qui illumine leur monde entier. Je ne sais pas exactement quand j'ai réalisé que j'étais l'intrus dans la famille. Peut-être était-ce quand j'étais jeune, assis à table, essayant de parler du tableau pour lequel j'avais eu un 18/20 en cours d'art, pour être interrompu par mon père avec une question pour Gabriel, comment s'est passé l'entraînement de basket aujourd'hui, fiston? Ou peut-être était-ce quand je me tenais dans le jardin, regardant par la fenêtre de la cuisine, observant ma mère caresser les cheveux de Gabriel et lui sourire d'une manière qu'elle ne faisait jamais avec moi. Ou peut-être que cela a commencé avant même que je sois assez grand pour comprendre, dès le jour de ma naissance. Mon père est superstitieux, ce qui est étrange pour un homme pragmatique comme lui. Il croit que je suis l'étoile maudite de la famille. Cette histoire est devenue une légende dans notre foyer, racontée comme un conte moralisateur. Quand ma mère était enceinte de moi, l'entreprise de mon père était à son apogée, avec des contrats importants et de l'argent coulant à flot. Mais juste après ma naissance, un jour pluvieux d'octobre 1989, les choses ont commencé à se dégrader. Un client majeur s'est retiré. Une livraison de matériel médical défectueux a entraîné des poursuites judiciaires. Mon père a perdu la moitié de sa fortune en 2 ans. Il m'a appelé, mauvais présage, bien qu'il ne me l'ait jamais dit en face. Je l'ai entendu dans des conversations chuchotées entre lui et ma mère quand il pensait que j'étais profondément endormi à l'étage. En revanche, quand Gabriel est né, comme par miracle, la chance de mon père a tourné. Un contrat lucratif avec une chaîne d'hôpitaux de Strasbourg a été signé le mois même de la naissance de Gabriel. L'entreprise s'est développée et l'argent a de nouveau afflué. Mon père a appelé Gabriel son porte-bonheur. Et à partir de ce moment-là, il est devenu le centre de toute l'attention. Gabriel n'avait pas à essayer d'être aimé. Il lui suffisait d'exister. Je me souviens d'un soir, j'avais environ 8 ans. Mon père avait organisé une somptueuse fête barbecue dans le jardin de notre hôtel particulier. Des voisins fortunés, des partenaires commerciaux et même le maire de Neuilly étaient présents. J'avais passé toute la journée à préparer une maquette de train en bois, quelque chose que j'avais fabriqué en cours de technologie. J'étais impatient de la montrer à mon père, pensant qu'il serait fier. Mais il y a à peine jeté un coup d'œil, a froncé les sourcils, puis s'est tourné pour tapoter l'épaule de Gabriel, qui tenait un ballon de basket. « Regardez mon garçon ici », a dit mon père à un partenaire commercial, sa voix débordant de fierté. Ce gamin va intégrer l'équipe de basket de l'école, je parie. Je suis resté là, la maquette de train à la main, ayant l'impression de me dissoudre dans les airs. Ma mère n'était guère mieux. Elle n'était pas aussi ouvertement partiale que mon père, mais son indifférence me blessait encore plus. Quand je suis tombé de vélo et que je me suis écorché les genoux, elle les a bandés à la hâte et m'a dit de ne pas faire d'histoire. Mais quand Gabriel a eu un léger rhume, elle a pris un jour de congé pour lui préparer une soupe au poulet et s'asseoir à ses côtés. Je n'enviais pas Gabriel, du moins pas au début. Je voulais juste être vu, être aimé comme il l'était. Grandir dans ce favoritisme, c'était comme vivre dans une maison où chaque porte était verrouillée, sauf une réservée uniquement à Gabriel. J'ai appris à rester silencieux, à cacher mes émotions. Je suis devenu un excellent élève, non pas parce que j'aimais apprendre, mais parce que je pensais que si j'étais assez bon, mes parents me remarqueraient. J'ai été premier de ma classe, j'ai obtenu des bourses, j'ai rejoint l'équipe de débat de l'école.
Mais ses réussites étaient comme des cailloux jetés dans un lac, créant quelques ondulations avant de sombrer dans l'oubli. Pendant ce temps, chaque fois que Gabriel marquait un panier lors d'un match, mon père organisait un dîner somptueux pour célébrer. J'ai commencé à me demander si j'étais vraiment l'étoile maudite. Mon existence rendait-elle vraiment cette famille misérable? Je restais allongé dans mon lit la nuit, fixant le plafond, imaginant un monde où je ne serais pas né. Peut-être que mon père sourirait plus. Peut-être que ma mère n'aurait pas toujours l'air si fatiguée. Mais je ne pouvais pas disparaître, alors j'ai choisi de vivre discrètement. J'ai fait tout ce que mes parents demandaient, même si cela signifiait renoncer à mes propres rêves. Quand j'avais 12 ans, mon père a décidé que je devais fréquenter l'école alsacienne, une prestigieuse école privée de Paris aux frais de scolarité exorbitants et aux élèves issus de familles fortunées. Je n'aimais pas l'école. Les enfants y étaient arrogants et je me sentais déplacé. Mais mon père a dit, c'est là que tu dois étudier pour devenir utile à la famille. J'ai hoché la tête, ravalé ma peur et obéi. À l'école alsacienne, j'ai étudié dur, non par passion, mais parce que je pensais que de bonnes notes feraient que mon père me remarquerait. J'ai été premier de la classe, j'ai remporté des prix de mathématiques, j'ai rejoint l'équipe de débat. Mais mon père n'a jamais assisté aux cérémonies de remise des prix. Il était occupé à emmener Gabriel à l'entraînement de basket ou à signer de nouveaux contrats. Ma mère a envoyé des fleurs, mais elle ne m'a jamais demandé comment je me sentais. Quand j'avais 16 ans, mon père a décidé que je devais étudier le commerce à HEC Paris, où il était allé. Je voulais étudier la création littéraire, devenir écrivain, raconter des histoires qui toucheraient le cœur des gens. Mais mon père a rejeté cela. L'écriture ne te nourrira pas, a-t-il dit, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Le commerce est la seule voie. Après ton diplôme, tu rejoindras l'entreprise familiale. J'ai regardé dans ses yeux, voulant dire que j'avais mes propres rêves, mais je n'ai pas osé. J'ai hoché la tête, enfouissant mon rêve d'écriture au plus profond de mon cœur. HEC Paris a été les 4 années les plus longues de ma vie. J'ai étudié le commerce, travaillé sur des projets de groupe, rejoint des clubs pour étoffer mon CV, tout ça pour rendre mon père fier. Mais j'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre. J'écrivais secrètement des nouvelles la nuit, en soumettant quelques-unes à des magazines, mais je n'osais pas le dire à mes parents. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, mais mon père n'a pas assisté à ma remise de diplôme. Il était occupé à emmener Gabriel visiter des universités. Ma mère a envoyé une carte qui disait « Tes parents sont fiers de toi ». Je l'ai regardé en me demandant « L'êtes-vous vraiment ?» Après avoir obtenu mon diplôme, mon père a exigé que je rejoigne Langevin Fourniture Médicale au département de gestion de projet. Je détestais ce travail. L'entreprise de mon père était un monde étranger, fabrication de matériel médical, négociation avec les hôpitaux, concurrence acharnée. Cela ne me passionnait pas, mais je pensais que si je faisais bien, mon père me verrait. Je travaillais 12 heures par jour, gérais des contrats, proposais des améliorations de processus. Une fois, à 26 ans, j'ai présenté un plan marketing pour un nouveau produit, inspiré des histoires que j'écrivais, pour attirer les clients. « Papa, ce plan pourrait stimuler les ventes », ai-je dit en faisant glisser la proposition sur son bureau. Il y a jeté un coup d'œil, puis l'a repoussé. « Qu'est-ce que tu connais au vrai commerce, Benoît » a-t-il dit froidement. Gabriel rejoindra l'entreprise après son diplôme. Il a des instincts naturels. Je suis resté là, le cœur brisé. Gabriel n'avait même pas fini ses études et ne se souciait pas du matériel médical. Mais pour mon père, Gabriel était toujours le seul choix. J'ai ravalé la douleur et j'ai continué à travailler. Je pensais que si j'essayais plus fort, mon père me verrait. Mais tous mes efforts étaient vains. Mon père louait Gabriel pour des choses insignifiantes, comme assister à un séminaire d'affaires, tandis que mes plans étaient ignorés. Ma mère ne demandait pas si j'allais bien. Elle était occupée à planifier la somptueuse fête d'anniversaire de Gabriel. Le favoritisme ne venait pas seulement de mes parents. Il s'infiltrait dans la façon dont notre famille était perçue à Neuilly. Les gens connaissaient les Langevin comme la famille d'Édouard, avec son Golden Boy Gabriel. J'étais le frère aîné de Gabriel, invisible à leurs yeux. Quand Gabriel a été accepté à Dauphine pour le commerce, toute la ville en a parlé. Ce gamin Langevin va réussir en grand, ai-je entendu un voisin dire au club de golf. Je suis resté là, tenant une assiette de salade, me demandant si j'existais même. J'ai recommencé à douter de moi. Après tous ces efforts, tous ces sacrifices, étais-je toujours juste l'étoile maudite de la famille Langevin?
Je n'étais plus sûr. Tout ce que je savais, c'est que j'existais toujours dans un monde où mes parents et tout le monde semblaient souhaiter que je ne sois pas né. Quand j'avais 27 ans, mon père m'a fait la plus grande demande de ma vie. C'était une demande que je ne pouvais pas accepter. Pour la première fois, j'ai défié ses plans, et je ne m'attendais jamais à ce que cette décision change ma vie pour toujours. Ce jour-là, lorsque mon père m'a appelé à son bureau au centre-ville de Neuilly, pour discuter de quelque chose d'important pour la famille, j'ai senti une tempête se préparer. Le siège social de Langevin Fourniture Médicale était un immeuble de verre élégant avec des intérieurs en bois poli et l'odeur luxueuse du cuir. Mon père, Édouard Langevin, était assis derrière son bureau, ses cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, ses yeux vifs comme des couteaux. « Assieds-toi, Benoît », a-t-il dit en désignant la chaise en face de lui. J'ai obéi, le cœur battant, me sentant comme un écolier convoqué au bureau du directeur, même si j'avais 27 ans. « Benoît, l'entreprise est à un tournant critique », a commencé mon père, sa voix ferme mais autoritaire. « Santé Durable France est notre plus gros client. Nous devons sécuriser notre relation avec eux, et tu vas aider la famille à le faire. » J'ai hoché la tête, m'attendant à une tâche familière, peut-être gérer un nouveau contrat ou faire une présentation à un partenaire. J'avais fait ces choses des centaines de fois, essayant toujours de prouver ma valeur à mon père, même s'il ne le reconnaissait jamais. Mais ces mots suivants m'ont glacé le sang. « Tu vas épouser Abigail Durand, la fille du PDG de Santé Durable. Elle est la clé pour obtenir un contrat à long terme. » J'ai cligné des yeux, l'esprit vide. Abigail. Je l'avais rencontrée quelques fois lors d'événements d'entreprise. Cheveux blonds, sourire poli, toujours vêtue de robe de créateur cher. Elle était gentille, mais je ne savais rien d'elle au-delà des salutations superficielles. Mariage. L'idée ressemblait à un rocher écrasant ma poitrine, rendant la respiration difficile. « Papa, je ne comprends pas », ai-je dit, ma voix tremblante. « Épouser Abigail ? Pourquoi dois-je faire ça ?» Mon père a froncé les sourcils, comme si j'avais posé une question stupide. « Ne fais pas l'idiot, Benoît. Il ne s'agit pas d'amour ou d'une quelconque romance absurde. Il s'agit de la famille, de l'entreprise, de notre héritage. Abigail est ta chance de contribuer réellement à quelque chose, au lieu de tout gâcher comme tu le fais toujours. » Ces mots m'ont coupé comme un couteau, ravivant les souvenirs de toutes les fois où j'avais proposé des idées pour l'entreprise, pour qu'elles soient rejetées ou créditées à Gabriel, mon frère cadet, le porte-bonheur de la famille. J'avais tant sacrifié pour plaire à mon père, renonçant à mon rêve d'écriture, étudiant le commerce que je n'aimais pas, travaillant dans l'entreprise malgré son manque de fierté à mon égard. Mais le mariage était différent. C'était mon cœur, mon avenir. J'ai pensé aux histoires d'amour que j'écrivais en secret, sur des gens se trouvant contre vent et marée. Je ne pouvais pas imaginer une vie sans amour, pas après tout ce que j'avais déjà abandonné. « Papa, je ne peux pas faire ça », ai-je dit, ma voix douce mais résolue. Pour la première fois de ma vie, j'osais dire non à mon père. L'air dans la pièce sembla se figer. Mon père me fixa, son expression passant de la surprise à la fureur. « Que as-tu dit » a-t-il crié en claquant la main sur le bureau, faisant trembler son verre d'eau. « Tu penses que tu as le choix, Benoît ? Tu penses que cette famille a besoin de toi pour quoi que ce soit ?» Ces mots m'ont transpercé le cœur, mais je n'ai pas baissé la tête comme je l'avais toujours fait. Un feu s'est allumé dans ma poitrine, alimenté par des années à être négligé, comparé à Gabriel, appelé mauvais présage. « J'ai fait tout ce que vous avez toujours demandé, » ai-je dit, ma voix tremblante mais pas faible. « Je suis allé à l'école que vous avez choisie, j'ai pris le travail que vous vouliez, j'ai vécu la vie que vous aviez tracée. Mais je ne suis pas votre propriété. Je ne peux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. » Mon père laissa échapper un rire froid et moqueur, aussi tranchant qu'une lame coupe en l'air. « Pas ma propriété ? Tu n'es rien, Benoît. Tu es celui qui a apporté la malchance à cette famille le jour de ta naissance. Sans toi, mon entreprise n'aurait pas failli faire faillite. Gabriel est celui qui nous a apporté la chance, pas toi. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing, mais je ne les ai pas laissés m'abattre. Je me suis levé, les poings serrés, le regardant droit dans les yeux. « Si vous pensez que je suis inutile, alors laissez-moi partir. Je n'ai pas besoin de cette famille pour survivre. » Mon père me fusilla du regard, ses yeux brûlants de rage. « Tu veux partir ? Bien. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus un employé de Langevin Fourniture Médicale. Tu ne bénéficies d'aucun avantage de cette famille.
La maison où tu vis, c'est une propriété de l'entreprise, et je la reprends. La voiture que tu conduis, également propriété de l'entreprise. Tu veux la liberté? Sors d'ici, pars de rien, et ne reviens jamais mendier. Je suis resté figé, l'esprit confus. Je savais que mon père était en colère, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il aille aussi loin. Me virer, tout me prendre. J'avais quelques centaines d'euros dans mon portefeuille et un compte d'épargne avec quelques milliers, pas assez pour tenir plus de quelques semaines à Neuilly, où tout était excessivement cher. Mais je n'ai pas supplié son pardon. Je me suis retourné et j'ai quitté le bureau, ayant l'impression que le monde s'effondrait sous mes pieds. Mais pour la première fois, j'ai aussi ressenti une étincelle de liberté. Le lendemain, j'ai reçu un email des RH. Mon contrat de travail était officiellement résilié. Mon compte bancaire d'entreprise était gelé, et la voiture que j'utilisais a été immédiatement saisie. Je me suis retrouvé dans une rue de Neuilly, un petit sac avec quelques vêtements et mes carnets manuscrits, ne sachant pas où aller. Je n'avais rien. Pas de travail, pas d'argent, pas de famille. Mais j'avais mon rêve d'écriture. La seule chose que personne ne pouvait m'enlever. J'ai trouvé un travail de serveur dans un petit bistrot de Neuilly, servant des clients de la classe ouvrière, bien loin des cercles d'élite que ma famille fréquentait. Le salaire était maigre, à peine suffisant pour louer une chambre miteuse partagée avec 2 inconnus. Mais je ne me suis pas plaint. J'ai acheté un ordinateur portable d'occasion dans un dépôt-vente et j'ai commencé à écrire. J'ai soumis des nouvelles et des articles à tous les magazines et éditeurs, rêvant du jour où mon nom apparaîtrait sur la couverture d'un livre. J'imaginais mes histoires touchant le cœur des lecteurs, les faisant se sentir moins seuls, de la même manière que l'écriture m'avait sauvé. Mais la réalité était plus dure que je ne l'avais imaginé. Les magazines rejetaient mes soumissions, souvent avec des notes laconiques, merci, mais cela ne correspond pas, je travaillais comme serveur le jour, écrivais la nuit, dormais quelques heures, mais chaque rejet ressemblait à un coup de poing. J'ai commencé à me demander, mon père avait-il raison? Étais-je vraiment un mauvais présage, incapable de réussir quoi que ce soit? J'ai regardé mes carnets manuscrits, me demandant s'il valait la peine de tout sacrifier. Un soir, j'ai reçu un appel de ma mère. Je pensais qu'elle appelait pour faire la paix, pour dire que mon père avait réagi de manière excessive. Mais sa voix était froide, distante. Benoît, comment as-tu pu faire ça à ton père, a-t-elle dit. Tu sais à quel point l'entreprise est importante pour notre famille. Abigail était ta chance de réparer les choses, mais tu as tout gâché. Réparer les choses, ai-je demandé, la voix étranglée. Maman, j'ai fait tout ce que papa voulait toute ma vie. Je veux juste vivre pour moi, juste une fois. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, tu gâches toujours tout, Benoît. Gabriel ne nous décevrait jamais comme ça. Elle a raccroché, me laissant avec le long bip de l'appel déconnecté. Je suis resté assis là, fixant l'écran de mon ordinateur portable avec une histoire inachevée, ayant l'impression que le monde entier m'avait tourné le dos. Pendant que je luttais avec ma nouvelle vie, ma famille continuait de briller à Neuilly. J'ai entendu dire que Gabriel avait épousé une femme riche, la fille d'une famille d'investisseurs immobiliers de Monaco. Leur mariage a été le plus grand événement de la ville cette année-là, avec des fleurs importées des Pays-Bas et du champagne coulant à flot. Mes parents ont fièrement publié des photos dans le journal local, louant Gabriel comme l'héritier parfait. Personne ne m'a mentionné. C'était comme si j'avais été effacé de la famille Langevin. J'ai essayé de ne pas laisser la douleur me consumer. J'ai rejoint un atelier d'écriture à Neuilly, où des écrivains en herbe se réunissaient pour partager leur travail. Là, j'ai rencontré Clara, une journaliste indépendante aux cheveux bouclés en désordre et au sourire chaleureux. Elle a lu mes nouvelles et a dit, « Benoît, tu as du talent. N'abandonne pas », ces éloges ont été la première lumière que j'ai vue dans l'obscurité. Clara m'a présenté à un rédacteur en chef d'un magazine local, et après de nombreuses révisions, j'ai publié mon premier article, un article sur les travailleurs invisibles de Neuilly, les gens qui faisaient tourner la ville derrière sa façade glamour. J'ai tenu le magazine, voyant mon nom imprimé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'exister. Mais ce petit succès n'était pas suffisant pour vivre. J'ai pris un deuxième emploi, livrant des colis la nuit, conduisant dans les rues de Neuilly où les lumières des somptueux hôtels particuliers me poignardaient le cœur. J'écrivais pendant les rares heures libres que j'avais, soumettant aux éditeurs, mais les rejets continuaient d'arriver. J'ai commencé à écrire un roman, y déversant toute ma douleur, sur un homme cherchant un sens dans une famille qui n'avait pas besoin de lui.
Mais les éditeurs l'ont qualifié de trop sombre, pas commercial, et je suis retombé dans une spirale de doute. Je me suis assis devant mon ordinateur portable, fixant la pile de mails de rejet, me demandant si mon père avait raison quand il m'appelait mauvais présage. Mais ensuite, je me suis souvenu du moment où je me suis tenu devant lui, le défiant pour la première fois. Cette étincelle de rébellion brûlait toujours, et je savais que je devais continuer. Une année a passé, et je joignais à peine les deux bouts. J'ai publié quelques articles de plus, mais mon rêve de publier un roman restait hors de portée. Un soir, en faisant une livraison, j'ai vu Gabriel debout devant un restaurant chic de Neuilly. Il portait un costume cher, riant avec un groupe d'amis. J'ai arrêté la voiture, le regardant à travers la vitre, ayant l'impression de regarder une vie à laquelle j'avais autrefois appartenu. Puis je suis reparti, continuant le travail inachevé. Un soir, pendant une pause entre deux livraisons, j'ai fait défiler les réseaux sociaux sur mon vieux téléphone. J'ai vu des écrivains partager des nouvelles, des poèmes et même des chapitres de romans sur des plateformes comme Facebook et Instagram. Ils n'attendaient pas les éditeurs. Ils trouvaient des lecteurs par eux-mêmes. J'ai pensé, pourquoi ne pas essayer? J'ai créé un compte anonyme sous le pseudonyme Scribe de l'ombre et j'ai publié ma première nouvelle, l'histoire d'un garçon grandissant dans l'ombre de son frère cadet, luttant pour se libérer d'attentes écrasantes. Je ne m'attendais pas à grand-chose, espérant juste que quelqu'un la lirait. Le lendemain matin, j'ai été stupéfait de voir que la publication avait recueilli des centaines de « j'aime » et de partages. Un commentaire disait « Cette histoire a parlé pour moi. Continuez d'écrire ». J'ai publié d'autres nouvelles, puis des chapitres de mon ancien roman, révisés pour s'adapter au format des réseaux sociaux. Les lecteurs ont commencé à me suivre, passant de quelques dizaines à des centaines, puis des milliers. Ils laissaient de longs commentaires, disant que mes histoires les faisaient pleurer, les faisaient se sentir compris. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas être invisible. Au moment où j'avais 29 ans, le compte Scribe de l'ombre avait décollé. Une de mes nouvelles est devenue virale, partagée par un journaliste connu, accumulant des millions de vues. Les lecteurs m'appelaient « Scribe de l'ombre », envoyant des messages sur la façon dont mes histoires les aidaient à surmonter leurs douleurs. Je servais toujours des tables et livrais des colis. Mais chaque nuit, j'écrivais avec un nouveau but, non seulement pour moi, mais pour ceux qui écoutaient. J'ai appris à utiliser les réseaux sociaux, créant des illustrations simples pour mes publications et interagissant avec les lecteurs pour les garder connectés. J'ai continué à perfectionner mon art, suivant des cours en ligne de narration et de personal branding pour rendre ma voix plus forte. À 31 ans, un email inattendu est arrivé des éditions Horizon, un éditeur indépendant de Paris. Ils avaient lu mon roman sur les réseaux sociaux et voulaient collaborer à sa publication. Je me suis assis devant mon ordinateur portable, lisant l'email 3 fois, pensant que c'était une blague. Mais quand j'ai rencontré l'éditeur dans un petit café, ils ont dit « Votre histoire a de la vie. Nous voulons la présenter aux lecteurs du monde entier. » J'ai signé le contrat, le cœur battant, ayant l'impression que le rêve que j'avais depuis que j'étais un garçon écrivant dans le noir se réalisait enfin. Mon roman, Dans l'ombre des étoiles, a été publié quand j'avais 32 ans. Il racontait l'histoire d'un homme trouvant la force dans ses blessures, sur la défiance et l'espoir. Le livre n'a pas été un best-seller, mais il s'est vendu à quelques milliers d'exemplaires et a reçu des critiques positives des lecteurs et de quelques critiques. Un journal local de Neuilly m'a même interviewé, me qualifiant d'étoile montante de la ville aisée. J'ai tenu le livre imprimé, voyant mon nom sur la couverture, et pour la première fois, j'ai senti que je n'étais pas un mauvais présage. J'étais Benoît Langevin, un écrivain. En 2023, à l'âge de 34 ans, ma vie a tourné une autre page. J'étais maintenant Benoît Langevin, un écrivain avec une certaine influence. Mon premier roman, Dans l'ombre des étoiles, s'était vendu à plus de 10 000 exemplaires, un nombre modeste, mais suffisant pour me rendre fier. Je ne servais plus de table ni ne livrais de colis la nuit. Je vivais de ma plume, des histoires que j'écrivais, et pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'exister vraiment. J'avais quitté la chambre miteuse partagée de Neuilly, louant un petit appartement soigné dans la banlieue de Paris, assez proche pour sentir le pouls de la ville, mais assez loin pour maintenir le calme dont j'avais besoin pour écrire. L'appartement avait une chambre, une petite cuisine et un balcon donnant sur une rue bordée d'arbres. J'adorais cet endroit, non pas parce qu'il était luxueux, mais parce qu'il était à moi, payé avec l'argent que j'avais gagné grâce à ma sueur et à mes rêves. J'avais économisé environ 400 000 €, une somme que je n'aurais jamais cru pouvoir atteindre. Une partie provenait des droits d'auteur, une partie d'articles,
de nouvelles et de conférences lors d'événements littéraires. J'ai commencé à penser à l'avenir, non seulement à l'écriture, mais à une vie plus pleine. Je voulais aimer, fonder une famille, avoir quelqu'un à mes côtés pour partager les jours ensoleillés et pluvieux. Mais un matin, alors que j'étais assis sur le balcon, sirotant un café et relisant le manuscrit de mon nouveau roman, mon téléphone a vibré. Une alerte d'actualité est apparue à l'écran, Langevin Fourniture Médicale déclare faillite après des années de pertes. J'ai cligné des yeux, posé ma tasse de café et j'ai senti le temps s'arrêter. L'entreprise de mon père, l'empire qu'il avait bâti, celui dans lequel il avait mis tous ses espoirs et sa fierté, s'était effondré. J'ai parcouru l'article, chaque ligne dansant devant mes yeux. Langevin Fourniture Médicale luttait depuis des années, surtout après avoir perdu le contrat majeur avec Santé Durable France. L'accord que mon père voulait autrefois que je sauve en épousant Abigail. Les concurrents les avaient dépassés, une technologie obsolète et une mauvaise gestion avaient entraîné l'entreprise dans l'abîme. Mon père, Édouard Langevin, était cité dans l'article, sont-on toujours résolus mais empreints de désespoir, je pouvais le sentir, nous avons fait de notre mieux, mais le marché est impitoyable. J'ai fermé mon téléphone et j'ai regardé la rue calme. Une partie de moi voulait se sentir vengé. Cette entreprise, cette famille, m'avait autrefois jugé inutile, m'avait chassé de leur vie. Maintenant, ils avaient tout perdu, tandis que je me tenais sur mes propres jambes. Mais je n'ai pas ressenti de joie. J'ai seulement ressenti un vide, comme si un long chapitre s'était refermé sans fin heureuse. Je pensais en avoir fini avec eux. Mes parents avaient choisi Gabriel, m'avaient tourné le dos. Je croyais que pour eux, je n'existais plus. Mais j'avais tort. Quelques semaines plus tard, alors que je me préparais pour une conférence lors d'un festival du livre à Paris, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais l'indicatif régional était de Neuilly. J'ai hésité, mais j'ai répondu. La voix de ma mère, Catherine, est parvenue, frêle et inconnue, comme si elle avait vieilli d'une décennie depuis notre dernière conversation. Benoît, c'est maman, a-t-elle dit, sa voix chancelante. Est-ce que tu vas bien? J'ai agrippé le téléphone, le cœur battant. Je vais bien, maman, ai-je répondu, en essayant de garder une voix ferme. Qu'est-ce qui se passe? Elle est restée silencieuse un moment, puis a parlé, sa voix tremblante. L'entreprise, elle a fait faillite. Ton père a vendu l'hôtel particulier pour payer les dettes. Nous sommes dans un petit appartement loué maintenant, mais les choses sont difficiles, Benoît. Je sais que tu vas bien. Tu es un écrivain célèbre maintenant, n'est-ce pas? Je voulais juste te parler. Je me suis affaissé sur une chaise, l'esprit confus. Allant bien, écrivain célèbre. Je ne savais pas d'où elle tenait ces informations, mais clairement elle avait entendu parler de Scribe de l'ombre, de mon livre. Je voulais rire amèrement, lui demander pourquoi elle appelait maintenant, après 7 ans de silence, après m'avoir traité de celui qui gâchait tout. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste écouté. Ton père est sous beaucoup de stress, a-t-elle continué. Il ne voulait pas que je t'appelle, mais j'ai pensé, ta famille. Tu pourrais nous aider, n'est-ce pas? Ces mots piquaient comme une aiguille perçant une vieille blessure. Famille. J'avais tout fait pour être considéré comme faisant partie de la famille, mais il ne voyait que Gabriel, ne me voyait que comme un outil. Je voulais refuser, dire que je ne leur devais rien. Mais une partie de moi, le garçon qui se tenait autrefois dans le jardin de l'hôtel particulier, désirait toujours être aimé, être reconnu. J'ai soupiré et j'ai dit, je vais y réfléchir, maman. Quelques jours plus tard, mon père a appelé. Sa voix était toujours sèche, mais j'ai détecté une lassitude en dessous. Benoît, ta mère t'a parlé, n'est-ce pas, a-t-il commencé, à l'endroit au but. Je n'aime pas mendier, mais les choses sont difficiles. J'ai vendu l'hôtel particulier, mais nous sommes toujours endettés. Il y a une opportunité pour toi de faire quelque chose d'utile pour la famille. J'ai agrippé le téléphone, ayant l'impression d'être de retour dans son bureau 7 ans plus tôt, quand il m'avait demandé d'épouser Abigail. Quelle opportunité, papa, ai-je demandé, ma voix basse. Je connais un appartement en attique au centre-ville de Neuilly, a-t-il dit. Le propriétaire le vend en urgence pour 900 000 €. Une aubaine pour le marché. Tu as de l'argent, n'est-ce pas? Tu es un grand écrivain maintenant. Achète l'appartement. Donne à ta mère et à moi un endroit où vivre. C'est comme ça que tu te rachètes. Se racheter.
L'expression m'a frappé comme un couteau. Je voulais crier dans le téléphone, lui demander ce que j'avais fait pour avoir besoin de me racheter toute ma vie. Mais je suis resté silencieux, le laissant continuer. C'est une bonne opportunité, a-t-il dit, sa voix s'animant. Tu pourrais investir, et la valeur augmentera plus tard. Et ta mère a besoin d'un endroit décent où vivre. Elle n'est pas habituée à vivre dans un appartement loué miteux comme celui-ci. J'ai fermé les yeux, imaginant ma mère, la femme douce mais distante qui ne m'avait jamais demandé si j'allais bien quand mon père m'avait chassé. Je savais que je ne leur devais rien, mais je savais aussi que je ne pouvais pas leur tourner complètement le dos. Non pas parce que je voulais leur amour, mais parce que je ne voulais pas devenir comme eux. Froid, insensible. Je vais y réfléchir, ai-je dit, puis j'ai raccroché. J'ai perdu le sommeil pendant des nuits, pesant la décision. 400 000 €, c'était tout ce que j'avais. Ma sueur, mes rêves, l'avenir que j'avais construit à partir de rien. Acheter l'appartement signifiait emprunter 500 000 € à la banque, une dette massive. Je savais que je n'avais pas besoin de cet appartement. J'étais content de mon petit appartement, de son balcon et du soleil du matin. Mais j'ai pensé à ma mère, je l'ai imaginée vivant dans un appartement loué exigu, et mon cœur s'est adouci. J'ai contacté la banque et j'ai demandé un prêt. Ils l'ont approuvé en se basant sur mes droits d'auteur et mes contrats d'écriture, mais je savais que je devrais travailler sans relâche pour le rembourser. J'ai signé le contrat pour l'appartement en attique, un appartement luxueux au centre-ville de Neuilly avec de grandes baies vitrées donnant sur la ville, des parquets brillants et une cuisine moderne. À 900 000 €, comme l'avait dit mon père, c'était une aubaine pour Neuilly. Mais je ne l'ai pas acheté pour moi. Je l'ai acheté pour que mes parents aient un endroit où vivre, pour qu'ils n'affrontent pas la misère. J'ai dit à ma mère qu'il pouvait y rester gratuitement, que je couvrirais les mensualités du prêt. Je suis resté dans mon petit appartement, vivant modestement comme avant. Quand j'ai remis les clés à ma mère, elle m'a serré dans ses bras, la première fois depuis des années. Merci, Benoît, a-t-elle dit, les yeux brillants. J'ai souri, mais mon cœur s'est senti vide. Je ne me sentais pas aimé, seulement que j'avais fait quelque chose de bien, même si cela me laissait épuisé. Quelques mois plus tard, alors que mes parents s'installaient dans l'appartement en attique, mon père a appelé. J'étais dans mon appartement, en train de corriger le manuscrit de mon deuxième roman. Sa voix au téléphone était plus douce que d'habitude, presque amicale. « Benoît, je veux te remercier pour l'appartement, a-t-il dit. Ta mère est heureuse. C'est un bon endroit. » J'ai hoché la tête, bien qu'il ne puisse pas le voir. « Je suis content que toi et maman l'aimiez, ai-je dit doucement. Nous avons parlé quelques minutes, principalement de l'appartement, de ce que j'écrivais. Il n'a pas beaucoup demandé, mais j'ai senti un soupçon d'intérêt, ou du moins je voulais le croire. Alors que l'appel se terminait, je l'ai entendu dire « Au revoir, Benoît », et je me suis préparé à raccrocher. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'avoir une certaine valeur pour mes parents. Peut-être, juste peut-être, m'avaient-ils enfin reconnu, m'avaient-ils vu. Mais ensuite, un léger bruissement est parvenu, comme s'ils n'avaient pas posé le téléphone. J'ai fait une pause, sur le point de raccrocher, mais la curiosité m'a fait attendre. Et puis j'ai entendu la voix de mon père, ne me parlant pas à moi, mais à quelqu'un d'autre, peut-être un nouveau voisin. Ce Benoît, un fils si ingrat, a-t-il dit, son ton amer. Il n'a acheté cet appartement que pour se montrer supérieur, pour me rendre redevable envers lui. Mais sans lui, mon entreprise ne se serait pas effondrée. Depuis le jour de sa naissance, il a été un mauvais présage pour cette famille. Honnêtement, j'aurais souhaité qu'il ne soit jamais né. Alors qu'il finissait, j'ai entendu un rire chaleureux, probablement celui des voisins. Mon cœur s'est arrêté. J'ai agrippé le téléphone, le souffle coupé. Je voulais raccrocher, effacer ces mots de mon esprit, mais je ne pouvais pas. J'ai continué à écouter, comme si je voulais me faire encore plus de mal. Gabriel, mon cadet. Ça, c'est ma fierté, a continué mon père, sa voix se réchauffant en mentionnant mon frère. Il a tout fait correctement. Marié dans une bonne famille, construit un avenir. Si seulement j'avais eu Gabriel, les choses auraient été différentes. Le rire des voisins a de nouveau retenti, acquiesçant avec lui. J'ai mis fin à l'appel et je suis resté immobile devant mon ordinateur portable, les larmes coulant sur mon visage. J'avais tout sacrifié, mes rêves, mon argent, mon avenir, pour aider mes parents, pour prouver que je n'étais pas un mauvais présage. Mais pour eux, j'étais toujours l'étranger,
la tâche sur la famille Langevin. J'en suis venu à une douloureuse prise de conscience. Mes parents ne changeraient jamais. Ils ne me verraient jamais, ne m'aimeraient jamais comme ils aimaient Gabriel. J'avais passé toute ma vie à courir après quelque chose qui n'existait pas, leur approbation. Et maintenant, à 34 ans, tous mes efforts pour réparer notre relation s'étaient à nouveau effondrés en poussière. Les mots de mon père au téléphone, tranchant comme un couteau, résonnaient dans mon esprit. Ce Benoît, un fils si ingrat. Sans lui, mon entreprise ne se serait pas effondrée. J'étais assis sur le balcon de mon petit appartement, regardant les lumières de la ville scintiller, ayant l'impression que le monde rétrécissait, ne laissant que moi dans une douleur sans nom. J'avais sacrifié tant de choses. 400 000 € d'économie. 500 000 € de prêts bancaires. Des nuits blanches pour rembourser la dette. Tout ça pour acheter l'appartement pour mes parents, pour leur donner un endroit décent où vivre après la faillite de leur entreprise. Je pensais que c'était un moyen de prouver que je n'étais pas un mauvais présage, que je pouvais être un bon fils. Mais maintenant, je comprenais. Rien de ce que je ferais ne suffirait jamais à changer la façon dont ils me voyaient. J'étais fatigué d'essayer, fatigué de courir après un rêve qui ne se réaliserait jamais. Je voulais vivre pour moi, pas pour leurs attentes ou la culpabilité qu'ils m'imposaient. Le lendemain matin, j'ai appelé Clara, mon amie la plus proche, la seule personne qui me comprenait vraiment. Nous nous sommes rencontrés à notre café habituel à Neuilly, où une lumière douce filtrait à travers les baies vitrées, illuminant les tables en bois usées. Clara s'est assise en face de moi, ses cheveux bouclés attachés en arrière, ses yeux bruns chauds me regardant avec inquiétude. « Benoît, ça va ?» a-t-elle demandé, sa voix douce mais pleine d'attention. Je lui ai tout raconté. L'appel de mon père, les mots qu'il avait dit aux voisins, comment je me sentais effacé de la famille Langevin pour la deuxième fois. Clara a écouté sans m'interrompre, me tenant la main quand ma voix s'est brisée. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en avant et a dit « Benoît, tu ne peux pas continuer à les laisser t'abattre. Tu en as fait plus qu'assez. Tu mérites de vivre ta propre vie. » Ces mots étaient comme un rayon de lumière perçant le brouillard dans mon esprit. Je savais qu'elle avait raison. J'avais passé ma vie à essayer de plaire à mes parents, à essayer de prouver que je n'étais pas l'étoile maudite. Mais maintenant, je voulais me libérer de cette ombre. Je voulais la liberté. « Je pense que tu devrais vendre l'appartement », a dit Clara, sa voix ferme. Il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est la chaîne qui te lie à eux. Si tu veux vraiment vivre pour toi, tu dois la couper. J'ai regardé Clara, ayant l'impression qu'une porte venait de s'ouvrir. Vendre l'appartement. L'idée a fait battre mon cœur. C'était une décision énorme, non seulement financièrement, mais émotionnellement. Cet appartement symbolisait mon sacrifice, mais aussi un rappel que j'étais toujours piégé dans le cycle de ma famille. Si je le vendais, je romprais ma responsabilité financière envers mes parents, je relâcherais la pression qu'ils exerçaient sur moi. Je serais libre. J'ai hoché la tête, ayant l'impression d'avoir trouvé un nouveau chemin. « Tu as raison », ai-je dit. Je vais le vendre. Le même jour, j'ai contacté une agence immobilière à Neuilly. L'agente, une femme d'âge moyen nommée Suzanne, est venue inspecter l'appartement et s'est émerveillée devant les grandes baies vitrées donnant sur la ville et les intérieurs luxueux. « Cet endroit se vendra vite », a-t-elle dit en griffonnant des notes sur sa tablette. Le marché de Neuilly est en plein essor, et à 950 000 €, il attirera de nombreux acheteurs. J'ai hoché la tête, mais mon esprit était concentré sur le remboursement du prêt bancaire et l'allègement du fardeau. Suzanne a suggéré de mettre l'appartement en vente la semaine suivante, et j'ai accepté. Je n'ai pas prévenu mes parents. Je savais qu'ils s'y opposeraient, me traiteraient d'ingrat, mais je ne m'en souciais plus. Je voulais vivre pour moi, pas pour leurs accusations. En attendant, j'ai continué à écrire. Mon deuxième roman, provisoirement intitulé « Sortir de l'ombre », était presque terminé. Il racontait l'histoire d'un homme trouvant la lumière dans ses blessures, un récit qui reflétait mon propre parcours. Chaque nuit, je m'asseyais à mon ordinateur portable, tapant des mots, laissant ma douleur couler à travers chaque phrase. L'écriture n'était pas seulement un travail. C'était ainsi que je guérissais. Comment je me rappelais que je n'étais pas invisible. Mes lecteurs de Scribes de l'ombre restaient fidèles, laissant des commentaires sincères sous chaque publication. Votre histoire me rappelle que je ne suis pas seul, écrivait l'un d'eux. Continuez, Scribes de l'ombre. Nous avons besoin de vous. Ces mots étaient un carburant, m'aidant à rester ferme au milieu de la tempête émotionnelle.
3 semaines plus tard, Suzanne a appelé avec de bonnes nouvelles. Un jeune couple de Paris voulait acheter l'appartement pour 980 000 euros, au-dessus du prix demandé. J'ai accepté immédiatement. L'argent suffisait à rembourser le prêt de 500 000 euros et à laisser un surplus substantiel. J'ai ressenti une vague de soulagement, comme si un rocher avait été soulevé de ma poitrine. Mais cette joie n'a pas duré. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. C'était le numéro de mon père. J'ai hésité, le cœur battant, mais j'ai répondu. Sa voix est parvenue, sèche et furieuse, tout comme le jour où il m'avait viré de l'entreprise 7 ans plus tôt. « Benoît, qu'est-ce que tu fous ?» a-t-il crié, sautant toute salutation. « J'ai entendu dire que tu vendais l'appartement, l'endroit où ta mère et moi vivons. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de rester calme. « Oui, papa », ai-je dit d'un ton égal. « J'ai trouvé un acheteur. Je vais rembourser le prêt bancaire. » « Rembourser le prêt ?» a-t-il rugi, sa voix craquant de rage. « Tu penses que tu peux mettre ta mère et moi à la rue après tout ce que nous avons fait pour toi ? Tu es un fils ingrat, Benoît. Tu l'as toujours été. » Ces mots m'ont coupé comme un couteau, mais je n'ai plus tremblé comme autrefois. J'avais entendu ces accusations trop de fois. Ingrat, mauvais présage, inutile. Mais cette fois, je ne les ai pas laissés m'abattre. J'ai agrippé le téléphone, sentant le feu de la défiance s'embraser dans ma poitrine. « Papa, j'ai fait tout ce que j'ai pu », ai-je dit, ma voix basse mais résolue. J'ai mis 400 000 euros, emprunté 500 000 euros pour acheter cet appartement pour toi et maman. J'ai sacrifié mes rêves, mon temps, mon énergie. Mais ce n'est jamais assez pour toi. Tu devrais demander au fils dont tu es fier, Gabriel. Je ne suis pas ta propriété, et j'ai le droit de décider de mon avenir. La ligne est restée silencieuse, comme si mon père était abasourdi par ma réponse. Puis il a laissé échapper un rire froid et moqueur, aussi tranchant que la glace. « Pour qui te prends-tu, Benoît ? Un écrivain célèbre ? Tu n'es rien. Sans moi, tu n'existerais même pas. Tu dois tout à cette famille. » J'ai fermé les yeux, imaginant mon père dans son bureau 7 ans plus tôt, son regard perçant, sa voix autoritaire. Mais je n'étais plus le garçon effrayé. « Je ne vous dois rien, » ai-je dit, ma voix tremblant d'émotion. J'ai assez payé. Cet appartement est à moi. Acheté avec mon argent. Je le vends, et toi et maman devrez trouver un autre endroit où vivre. J'en ai fini d'essayer de vous plaire. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Mon cœur battait, mais pas de peur. De liberté. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de m'être vraiment libéré de l'ombre de la famille Langevin. Quelques heures plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était frêle, presque suppliante. « Benoît, comment as-tu pu nous faire ça ?» a-t-elle dit. « Ton père est furieux. Nous n'avons nulle part où aller. Tu es notre fils. Tu ne peux pas abandonner ta famille. » J'ai écouté, mais la culpabilité que je ressentais autrefois avait disparu. « Maman, j'ai fait tout ce que j'ai pu », ai-je répondu, ma voix douce mais ferme. « Je vous ai donné, à toi et à papa, un endroit où vivre, mais je ne peux pas continuer à vivre pour les attentes de la famille. J'ai besoin de vivre pour moi. » Elle s'est tue, puis a raccroché. Je savais qu'elle ne comprendrait pas, mais je ne cherchais plus leur compréhension. J'avais passé ma vie à essayer, et maintenant, je me choisissais. L'appartement s'est vendu en 2 semaines. J'ai remboursé le prêt bancaire, avec plus de 400 000 euros restants. J'en ai gardé une partie pour investir dans mon écriture, un cours de correction, un nouvel ordinateur portable, un voyage en Bretagne pour trouver l'inspiration pour un roman. Le reste est allé dans mes économies, alors que je pensais à un avenir avec Clara, une petite maison et des enfants courant dans le jardin. Mes parents ont quitté l'appartement le jour de la remise des clés. Je ne savais pas où ils étaient allés, et pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de le savoir. Mon deuxième roman, Sortir de l'ombre, a été publié quand j'avais 35 ans. Il ne s'est pas aussi bien vendu que Dans l'ombre des étoiles, mais il a reçu des critiques élogieuses des lecteurs. Cette histoire est un rappel que nous pouvons trouver la lumière même dans les jours les plus sombres, écrivait un critique. J'ai lu ces mots, j'ai souri et j'ai eu l'impression d'avoir trouvé ma propre lumière. Clara et moi avons commencé à sortir ensemble officiellement. Elle est devenue la première à lire mes brouillons. Celle qui s'asseyait avec moi les nuits où je doutais de moi. Celle qui me rappelait que je n'avais pas besoin de l'approbation de mes parents pour être heureux.
Un soir, alors que nous étions assis sur le balcon de mon appartement, elle a dit, « Benoît, tu es un écrivain, mais plus que ça, tu es l'homme le plus fort que j'ai jamais connu. Tu t'es relevé seul, et je suis fier de toi. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Je lui ai tenu la main, ayant l'impression d'avoir enfin trouvé une vraie famille, non pas une famille de sang, mais de personnes qui m'aimaient pour ce que j'étais. J'écrivais toujours sous le nom de Scribe de l'ombre, mais je n'étais plus anonyme. J'ai commencé à partager mon vrai nom dans des publications et des conférences. J'ai parlé de mon parcours, d'un garçon grandissant dans l'ombre de son frère, d'un homme trouvant la force dans ses blessures. Les lecteurs ont adoré cette authenticité, et mon compte a atteint plus de 200 000 abonnés. Je me tenais sur le balcon de mon petit appartement dans la banlieue de Paris, regardant le coucher de soleil peindre la rue bordée d'arbres en or. Une douce brise soufflait, apportant l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et une paix que je n'aurais jamais cru trouver. À 35 ans, je n'étais plus le garçon Benoît Langevin se tenant dans le jardin de l'hôtel particulier de Neuilly, aspirant à un regard de mes parents. Je n'étais pas non plus le jeune homme aux prises avec la culpabilité, essayant de prouver que je n'étais pas un mauvais présage. J'étais Benoît, un écrivain, un ami, un amant, et par-dessus tout, moi-même. L'appartement avait été vendu. Le prêt bancaire était remboursé, et la chaîne qui me liait à la famille Langevin avait été coupée. Mais le voyage pour vraiment échapper à leur ombre ne concernait pas seulement l'argent ou la propriété. Il s'agissait d'apprendre à me mettre en premier, de construire une vie basée sur l'amour et le respect plutôt que sur le devoir ou la manipulation. Et maintenant, avec le recul, j'ai réalisé que chaque douleur, chaque sacrifice, m'avait conduit à cet endroit, un endroit où je me sentais enfin suffisant. Dans les mois qui ont suivi la vente de l'appartement, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir. Je me suis assis à mon ordinateur portable, non pas pour écrire des romans ou des nouvelles, mais pour écrire pour moi-même. J'ai noté des souvenirs. Les soirées où mon père interrompait mes histoires pour poser des questions sur Gabriel. Les fois où ma mère bandait mes blessures sans un mot. Et le moment où j'ai entendu mon père me traiter d'ingrat au téléphone. Ces mots étaient comme des pièces de puzzle, m'aidant à comprendre pourquoi j'avais passé ma vie à courir après leur approbation. J'ai autrefois pensé que le pardon signifiait effacer toute la douleur, redevenir le beau-fils de la famille Langevin. Mais j'ai appris une leçon différente. Le pardon, ce n'est pas oublier ou se réconcilier. Le pardon, c'est se défaire du poids du ressentiment pour qu'il ne me contrôle plus. J'ai pardonné à mes parents, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que je ne voulais plus porter cette douleur. J'ai pardonné, mais je n'ai pas appelé, je n'ai pas écrit, je n'ai pas essayé de renouer le contact. J'ai fixé une limite, non pas pour les punir, mais pour protéger ma santé mentale. Je savais que mes parents vivaient toujours dans la banlieue de Neuilly, dans un petit appartement, comptant sur leurs économies et le soutien de Gabriel. Je ne les contactais plus, et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable à ce sujet. J'avais tout fait, renoncé à des rêves, sacrifié de l'argent, essayé de leur plaire, mais ils ne m'avaient jamais vu. Et j'ai réalisé, aussi douloureux que ce fut, que je ne pouvais pas les changer. Je ne pouvais que changer la façon dont je les affrontais. Et j'ai choisi de m'éloigner. Ma vie me semblait maintenant plus légère. Non pas parce que j'avais la richesse ou la célébrité, mais parce que j'avais appris à vivre authentiquement. Clara et moi étions officiellement ensemble, et chaque jour avec elle était un rappel que l'amour ne devait pas être une bataille. Clara me voyait, pas Scribe de l'ombre, pas le frère de Gabriel, mais Benoît, avec toutes mes cicatrices et mes rêves. Nous parlions de l'avenir, d'une petite maison en banlieue, de voyages pour trouver l'inspiration pour mes histoires et ses articles. Un soir, alors que nous étions assis sur le canapé, elle a posé sa tête sur mon épaule et a dit, « Tu sais, Benoît, j'aime la façon dont tu t'efforces toujours d'être la meilleure version de toi-même. » Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Je lui ai tenu la main, ayant l'impression d'avoir enfin trouvé un endroit où appartenir. Clara n'était pas la seule. J'avais des amis de l'atelier d'écriture de Neuilly, des lecteurs qui m'envoyaient des messages me remerciant pour des histoires qui les avaient aidés à traverser des moments difficiles, et des inconnus que je rencontrais lors de séances de dédicaces qui partageaient leurs propres histoires de famille et de traumatisme. Ils étaient ma nouvelle famille. Non pas basée sur le sang, mais sur le respect et l'amour. Mon deuxième roman, Sortir de l'ombre, continuait de résonner auprès des lecteurs. Ce n'était pas un best-seller, mais chaque lettre d'un lecteur, chaque commentaire sur les réseaux sociaux était la preuve que j'avais touché le cœur de quelqu'un. J'ai commencé à écrire mon troisième livre, une histoire sur le pardon et les limites, inspiré de mon propre parcours. J'ai aussi lancé un blog sous mon vrai nom,
où je partageais non seulement des nouvelles, mais aussi des essais sur la façon de surmonter les familles toxiques et de se donner la priorité sans se sentir égoïste. Ces publications ont recueilli des milliers de lectures, et j'ai réalisé que mon histoire n'était pas seulement la mienne. Elle appartenait à des millions de personnes luttant pour trouver la lumière dans l'obscurité. Un après-midi, j'ai été invité à une conférence littéraire à Paris pour parler de mon parcours d'écriture et du pouvoir de la narration. La salle de conférence était bondée, de jeunes écrivains aux fidèles lecteurs de Scribes de l'ombre. Je me tenais sur la scène, les lumières brillant sur mon visage, mais je n'avais pas peur. J'avais l'impression d'être exactement là où je devais être. J'ai commencé par raconter l'histoire du jeune Benoît, un garçon qui a grandi dans une famille qui ne le voyait pas, qui pensait qu'il était un mauvais présage parce que son père le disait. J'ai parlé des années de lutte, de l'appartement que j'ai acheté pour sauver mes parents, et du moment où j'ai réalisé que je ne pouvais pas vivre pour leurs attentes. J'ai partagé comment j'ai appris à pardonner, mais aussi à fixer des limites, et comment j'ai trouvé une vraie famille, non pas dans le sang, mais dans ceux qui m'aimaient pour ce que j'étais. La famille, ce n'est pas seulement le sang, ai-je dit, ma voix tremblant d'émotion. La famille, ce sont les gens qui vous voient, vous respectent et vous aiment sans exiger que vous vous sacrifiez. Et si vous êtes dans une famille toxique où vous avez l'impression de ne pas être suffisant, je veux que vous sachiez que vous avez le droit de fixer des limites. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de vous donner la priorité. Et ce n'est pas égoïste. C'est nécessaire pour vivre une vie pleine. La salle est tombée dans le silence, puis a éclaté en applaudissements. J'ai regardé, voyant des visages en larmes, des yeux qui semblaient raconter leurs propres histoires. Après la conférence, une jeune femme s'est approchée de moi, serrant un exemplaire de « Sortir de l'ombre ». « Merci, Benoît », a-t-elle dit, la voix étranglée. Je n'ai pas parlé à ma mère depuis 2 ans parce qu'elle me faisait toujours me sentir sans valeur. Mais aujourd'hui, je vais l'appeler. Non pas pour me réconcilier, mais pour dire que j'ai besoin d'espace pour moi. J'ai souri, le cœur gonflé. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai dit, vous êtes si forte. Continuez à protéger votre bonheur. D'accord. Je suis retourné à mon appartement cette nuit-là, m'asseyant sur le balcon avec Clara. Elle m'a entouré de ses bras par derrière, demandant « Comment s'est passée ta journée, mon écrivain ?» Je lui ai parlé de la conférence, de la jeune femme, et du sentiment que je faisais quelque chose de plus grand que moi. Clara a souri, m'embrassant la joue. « Tu changes le monde, Benoît, une histoire à la fois. » J'ai regardé le ciel nocturne, les étoiles scintillant comme de minuscules lanternes. J'ai pensé à mes parents, à Gabriel, aux années que j'ai vécues dans leur ombre. Je ne leur en voulais plus, je ne souhaitais plus qu'ils changent. J'avais pardonné, lâché prise et trouvé ma propre lumière. Je savais que la route à venir ne serait pas facile. Il y aurait des jours où je douterais de moi, des jours où le passé essaierait de revenir en rampant. Mais je savais aussi que j'étais assez fort pour les affronter, parce que j'avais Clara, mes lecteurs, et par-dessus tout, moi-même. J'ai ouvert mon ordinateur portable, commençant un nouveau billet de blog. Si vous lisez ceci, ai-je tapé, et que vous vous sentez invisible, mal aimé dans votre propre famille, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Vous méritez le bonheur, une vie où vous êtes le protagoniste. Fixer des limites, ce n'est pas abandonner sa famille. C'est ainsi que vous vous aimez. Et quand vous le ferez, vous trouverez votre vraie famille. Ceux qui vous voient, vous aiment et marchent avec vous à travers chaque tempête. J'ai cliqué sur publier, regardant la publication apparaître à l'écran. Je savais qu'elle atteindrait quelqu'un, quelque part, tout comme mon histoire m'avait atteint. Avec un sourire, j'ai fermé les yeux, sentant la brise fraîche, sachant que j'avais trouvé un foyer. Non pas dans un hôtel particulier de Neuilly, non pas dans la famille Langevin, mais dans mon propre cœur.